Ah la vache. Coucou Ludivine, ça va? Coucou Véro, comment vous allez? Ouais, ça va. Je suis tout flou, attendez, je vais passer un coup sur l'écran. Je vais passer un petit coup. Je crois que ça va pas être mieux là. Je crois que ça passe mieux. Allez, quoi de beau? Je vous laisse tapoter les collègues. Je vous laisse tapoter. Coucou tout le monde. Coucou Stéphanie, ça va? Coucou Nana. Bienvenue à tous, bonjour à tout le monde. Je vous laisse tapoter les collègues. Ouh. Alors, quoi de neuf? Qu'avez-vous à me dire aujourd'hui? Alors, coucou N2, comment vas-tu? Je vais baisser ça. Je vais baisser un petit peu. Merde, d'être pas bien calé. On va dire que c'est mieux. Voilà. Alors, comment vous allez les collègues? Quoi de neuf? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'attends à ce que les gens viennent se connecter. Si certains veulent réviser, pourquoi pas aujourd'hui? C'est selon vous, à votre rythme. Donc voilà. Coucou Citratin, comment vas-tu? Est-ce que ça va mieux? La nuit apporte les conseils? Ouais, je me rappelle de toi. Hein. Je vais aller faire moi. Du bail. Allez, je vous laisse tapoter pour pas que ça bug. Parce que vous connaissez TikTok, ça bug beaucoup. Coucou Machiavel, comment vas-tu?
Allez, dites-moi tout sur vous. Est-ce que vous êtes en IFAS? Est-ce que vous êtes en VAE? Est-ce que vous allez être élève? Si oui, si vous allez être élève, dites-moi si la rentrée commence quand. Nana rentre à l'école en IFAS la semaine prochaine, dans une semaine. Elle panique. Eh bien, c'est normal de paniquer, ne t'inquiète pas. Tu t'apprêtes à faire quelque chose de courageux, tu avances vers l'inconnu, donc c'est normal, tu appréhendes beaucoup, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. C'est une aventure à faire et à la fin, tu ne le regretteras pas. Demain, tu évalues une élève AS. Ok, tu es, alors c'est quoi? Tu es tutrice, tuteur? Coucou, si tu fais des révisions, pourrais-tu faire les sigles, s'il te plaît? Tu veux réviser les sigles pour toi? Alors, pour mieux réviser les sigles, je vous invite à faire des QCM. Vous prenez des petites feuilles, vous mettez les sigles et la réponse, enfin, le détail du sigle derrière la feuille. Vous faites des petites vignettes. Après, vous avez ma chaîne YouTube, les toutes premières révisions. Donc, vous pouvez réviser vos sigles directement sur ma chaîne YouTube aussi. Ok, je travaille au blog. Chouette! Chouette, chouette, chouette. Alors, sur quoi tu vas te reposer pour l'évaluer demain, l'élève? Merci pour ta réponse. Bah écoute, au plaisir. Les sigles importants pour que vous puissiez vous préparer, ça va être vraiment les basiques. ARS, OMS, MDPH, APA, PCH, EHPAD. Hein? EHPAD, il faut l'apprendre. Voilà, ça va être vraiment les sigles basiques. IME, MAS, CVS, tout ça, il faut les apprendre. Quand vous apprenez un sigle, par exemple APA, eh bien, c'est bien de le détailler, certes, mais il faut aller plus loin. De toute façon, je vous ai mis plein de petites vidéos comme ça sur YouTube. Je vous ai fait même des fiches de révision. Oh là, j'ai du mal, moi. Oh là 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 là, ça fait depuis la fête avant-hier, j'ai du mal. On récupère, mais doucement. Ah, sur l'hygiène, le lavage des mains. Ouais. Les paramètres, ouais. Les paramètres. C'est important. Coucou, Jésus revient bientôt. Comment vas-tu? Merci beaucoup. Ouais. J'ai du mal. Vraiment, vraiment du mal aujourd'hui. Coucou Marois, comment vas-tu? Quand vous allez évaluer l'élève, elle a combien de semaines de stage? Est-ce que c'est son premier stage ou c'est la fin? Elle est à combien de stages là? Bien et vous? Bah écoute, ça va. Nickel. C'est son dernier stage. Ok. Ouais, donc là, sur l'évaluation, c'est toutes ces évaluations. En fait, tu te bases sur son portfolio et sa feuille d'évaluation. Sa feuille d'évaluation, il y a toutes ses compétences. Au niveau pratique, tout ce qui est compétences état clinique, ça va être... t'es au bloc aussi. Ça va être... t'es au bloc. Tu l'as mis à l'écart, enfin, tu vois avec elle si elle est OK sur tous les paramètres vitaux, tu la mets en situation, entre guillemets, sur une personne qui est en hyper, en hypo, en SAT, etc., machin. Tout ce qui est hygiène, ça va être la globalité, en plus c'est un très très bon terrain pour voir ça, hygiène des mains, mais pas seulement, la désinfection totale après une sortie du bloc, c'est tout ça. Après, qu'est-ce que tu peux...
l'organisation de travail, par rapport aux rentrées de bloc, sorties de bloc, comment elles s'organisent. Alors ça va concerner la compétence. J'ai pas la feuille d'évaluation sur moi. Ça va être le dernier bloc. Planification des soins, mais c'est pas détaillé pareil sur la feuille d'évaluation. C'est pas tout à fait pareil. La collaboration aussi, la communication, il faut l'évaluer l'élève parce qu'elle doit bien communiquer, elle doit savoir communiquer avec les IDE, l'équipe pluridisciplinaire par rapport aux entrées, sorties. Au bloc, c'est différent. En fait, il faut la mettre face à une situation de sortie de bloc ou avant une sortie de bloc et lui dire OK, par quoi tu procèdes. Il faudrait qu'aucune équipe, en espace, tu lui donnes même pas 10 minutes, qu'elle puisse visualiser la scène avant la sortie de bloc et tu lui dis OK, là on va procéder au nettoyage complet. Par quoi tu commences? Toi déjà, comment vas-tu t'équiper? Pourquoi tu fais cette action? Tu vas mettre des gants, ok, mais avant de faire des gants, avant de mettre des gants, tu fais quoi? En fait, tu vas observer tous ces détails-là et aussi, tu vas observer comment et par quoi va procéder par rapport à le nettoyage complet. Est-ce qu'elle va bien respecter le protocole? Est-ce qu'elle va bien vérifier les zones où il y aurait probablement des projections? Des zones où on a tendance à pas forcément regarder quand on n'y travaille pas. Il faut aussi observer, tu lui dis que tu vas l'observer également sur la collaboration, mais aussi l'échange, la communication avec l'équipe. Et tu lui fais montrer, alors, sous forme de, voilà, les tableaux, les entrées, sorties, heure de chir, etc. Et tu lui dis, OK, comment on va procéder? Au niveau de la planification, selon toi, comment on procède? Comment on s'organise? Comment on fait? Ça va être plus ça, le déroulement. Après, c'est complexe, hein, parce que du coup, il y aura certains points que tu ne pourras pas observer à travers sa feuille d'évaluation. Ouais, tu ne pourras pas observer certains points pour elle, mais il faut quand même valider pas mal. Ouais. Si tu ne peux pas évaluer des compétences, eh ben, ça sera non observable, mais c'est compréhensible. C'est tout à fait compréhensible. C'est pas grave, hein, ça va pas être pénalisant pour elle. Elle aura pas un 0. Hein. C'est juste que ça va pas être observé et donc ils vont déduire, vont faire un trafic là avec les notes et non, ça va pas lui pénaliser. Maintenant, oui, là, c'est plus la surveillance. Après, le tutorat, elle peut le faire. Elle peut le faire. Sa compétence tutorat, elle peut le valider, par exemple, si tu la mets en situation qu'elle doit t'expliquer, même si tu sais déjà, elle doit t'expliquer comment faire, même si au bloc, voilà, mais une pression artérielle manuellement, un truc comme ça, tu vois, même si tu peux lui demander à ce qu'elle fait faire, après je pense que ça dépend comment c'est découpillé, est-ce qu'elle a d'autres stagiaires à côté, c'est... Bonjour Héloïse, pourriez-vous nous parler de la glycémie capillaire? Alors, la glycémie capillaire, c'est prévu, nickel, tu vois. Nickel. La glycémie capillaire. Alors, la glycémie capillaire, selon vous, c'est... Alors, selon toi, c'est Marge qui a posé la question. Alors, la glycémie capillaire, déjà, on parle de quoi? Quand on parle de glycémie, selon toi, Marge, on parle de quoi? Yes, bien. Ah, ça j'aime, il y a de l'implication, on adore. Ça rassure. Quand on parle de glycémie capillaire, glycémie tout court, on parle de quoi? Selon toi, Marge? Alors, glycémie, le mot glycémie, pas diabète. Glycémie, ça veut dire quoi? Attendez, j'arrive 2 secondes. Exact. Attendez 2 secondes, j'arrive 2 secondes.
de glycémie, effectivement, Nana, elle l'a dit, c'est quand on parle du sucre, le taux de sucre qui est dans le sang. Hein? Alors vous avez tout de suite la vision sur le diabète. Ouais. Parce que là, ça va concerner, oui, effectivement, les diabétiques. Mais on parle du taux de sucre qui est dans le sang. Voilà. Donc, il y a une norme. Il y a une norme. Selon vous, quelle est la norme glycémique? Ouais. Faites attention à ça. Quand on parle, attention, glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Quand on dit glycémie capillaire, c'est qu'on va s'apprêter à faire quelque chose, on reviendra après, et ça va concerner des types de personnes. Alors, on est à combien au niveau des normes glycémiques? Est-ce que vous le savez ça? Alors, Ludivine, c'est bien, mais par contre, il faut toutes les valeurs. Tu as dit 0,70, 0,70 quoi? 1 gramme 10 par quoi? Il y a une norme glycémique. On est sur quoi? Oh, j'ai pas mes... J'ai effacé le tableau, mais j'ai pas mes feutres effaceurs. Exactement. On est à 0,70. Alors, des fois, vous êtes dans des IFAS. Ils sont à 0,80. Donc, vous avez des normes qui modifient en fonction des IFAS. Et voilà. Donc, ça, vous faites en fonction de votre IFAS. Mais on tourne à 0,70 grammes par litre de sang à 1,10. D'accord? Et il faut toujours mettre les valeurs, parce que si vous ne mettez pas les valeurs, eh bien c'est nul. On dit, enfin, je dis pas que c'est nul, mais du coup, on ne peut pas vous évaluer. C'est comme quand on dit, bah tiens, prends la température d'un résident, d'un patient, et vous dites, ah bah il a 38. Bah oui, mais 38 quoi? Eh bien, degrés Celsius. Si vous ne mettez pas la valeur derrière, bah du coup, ça sera faux. Voilà. La personne qui est en dessous de 0,70, on dit qu'elle est comment? La personne qui est en dessous de 0,70, on dit qu'elle est comment? J'entends de l'eau dehors. Coucou, oui, exactement. Elle est en hypoglycémie. Et une personne qui est au-dessus de 1,10, on dit qu'elle est comment? Donc, une personne qui est en dessous de 0,70, on dit qu'elle est en hypoglycémie. Et une personne qui est au-dessus, on dit qu'elle est comment? En hyperglycémie. D'accord. Ok. Il existe plusieurs types de diabète. Est-ce que vous les connaissez? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, Lal. Les valeurs peuvent être modifiées. La majorité des IFAS, parce que moi je forme en IFAS, ils sont à 0,70 à 1,10 grammes par litre de sang. Mais parfois, il va y avoir des IFAS qui vont mettre 0,80 à 1,20 grammes par litre de sang. Ça va être modifié. Mais moi, je prends la première valeur parce que c'est comme ça que j'étudie aux élèves. 0,70 à 1,10 grammes par litre de sang. La majorité des IFAS utilisent ces normes-là. Donc, il y en a qui me disent, il y a 2 types de diabète. Seulement 2 types de diabète? Très, très bien. Il y a quelqu'un qui est opérationnel. Exactement. Il y a le diabète de type 1, il y a le diabète de type 2. Et il ne faut pas oublier ce diabète-là. Il y a le diabète gestationnel. Quand on dit gestationnel, ça veut dire quoi? Quand on parle de gestationnel, ça veut dire quoi? Exactement. La femme enceinte. D'accord. Donc, en gros, ce que vous me dites, c'est que gestationnel, c'est lorsque la femme contracte un diabète durant sa grossesse. Ok. Mais du coup, une fois qu'elle a accouché, est-ce que, excusez-moi si je parle trop fort, c'est que je suis sourde d'une oreille et j'ai tendance à monter la voix très très fort d'un seul coup et je le sens là du coup. Quand on parle du diabète gestationnel, donc la femme contracte ce diabète durant sa grossesse, mais une fois qu'elle accouche, cette femme-là, est-ce qu'elle garde ce diabète ou automatiquement celui-ci disparaît? Très très bien, Ness. Et les autres, est-ce que ça disparaît, le diabète disparaît, voilà, ou bien il continue à rester?
Voilà, pas forcément. Alors, si le diabète reste après la grossesse, on dit qu'il sera comment? Quel type de diabète du coup? S'il reste le diabète du coup après la grossesse, on dit il va se dévier dans quel type de diabète? Le diabète de type 1, j'ai quoi? Quel type de diabète? Ah, ouais, c'est le diabète de type 2, d'accord? Voilà, donc ça c'est bien à retenir. Il y a trois. Donc en gros, il y a le type 1, le type 2 et le diabète gestationnel. Ce diabète-là se contracte lorsque la personne est enceinte. Après l'accouchement, la majorité des femmes enceintes n'ont plus de diabète. Mais, il y a toujours un mais, eh bien, il se peut qu'il y ait des femmes enceintes qui gardent ce diabète-là et ça peut se former en diabète de type 2. Alors, quand on dit de type 1, ça veut dire quoi? Et quand on dit de type 2, ça veut dire quoi? Le diabète de type 1, ça veut dire quoi? Et le diabète de type 2, ça veut dire quoi? Selon vous? Ouais, t'inquiète pas, Marge, on arrive là. On va y arriver. T'inquiète. Je le fais pour toi, ce mini-cours. Hein. Le diabète type 1, on dit qu'il est insulinodépendant. Ok. Et le diabète de type 2, on dit quoi? Le diabète de type 2, oui, c'était qui a dit oui, j'ai pas ton prénom, c'est Célia. Oui, c'est possible. Le diabète de type 2, si le diabète de type 1, coucou Vanessa, comment vas-tu? Le type 1, c'est insulinodépendant et le type 2, c'est non insulinodépendant. Ok, très bien. Merci beaucoup Vanessa. C'est intéressant, mais alors, ça veut dire quoi précisément quand on dit insulinodépendant? Ça veut dire quoi réellement quand on dit qu'une personne est de type 1, le diabète de type 1, insulinodépendant, ça veut dire quoi exactement? J'ai leur stage aux urgences, projet de soins M3, M4. Yes, aux urgences, c'est génial. Tu vas apprendre plein de choses, Vanessa. Ouais. Il y a besoin automatiquement d'insuline pour réguler le taux. Ok, très bien. Alors, tout à l'heure, il y avait Marge qui avait posé la question, est-ce qu'aujourd'hui, les aides-soignants sont habilités de faire des glycémies capillaires? Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, les aides-soignants peuvent faire des glycémies capillaires? Ah ouais. Mais depuis quand les aides-soignants ont le droit de faire des glycémies capillaires? Depuis quand? Est-ce que vous savez depuis quand? Ah oui, mais depuis quand? Oh les Louise! Oui, c'est ça, exactement, depuis le nouveau référentiel 2021. D'ailleurs, je tiens à vous rappeler, c'est grâce à la Fédération nationale des associations aides-soignants que vous avez aujourd'hui le nouveau référentiel aide-soignant qui a été mis en place. Ils ont étudié toutes les actions que les aides-soignantes et les aides-soignants faisaient sur le terrain hors tâches légales. Voilà. Et donc, ils se sont battus, hein, ces associations, pour qu'aujourd'hui, les aides-soignants soient protégés par la loi pour toutes ces actions menées. Alors, aujourd'hui, depuis 2021, les aides-soignants peuvent faire des glycémies capillaires. À l'époque, ce n'était pas le cas, malgré que, on sait très bien, voilà. Mais aujourd'hui, vous êtes habilité à le faire. Certaines personnes ne sont pas formées. Attention, il y a certaines personnes qui ne sont pas formées, mais qui sont diplômées. Est-ce qu'elles peuvent faire des glycémies capillaires sans pour autant être formées? Ah, ça c'est une question, on me la pose beaucoup de fois, ça, cette question. Il y a des personnes qui ont le diplôme avant 2021, ils n'ont pas forcément été formés pour la glycémie. Est-ce qu'elles peuvent faire des glycémies capillaires? Ouais.
Il y a une obligation de former le salarié diplômé pour des actions telles que la glycémie capillaire, les prises des constantes, la transmission des traitements et j'en passe. Donc si celle-ci n'a pas eu de formation même en interne, elle, même si elle est diplômée, elle ne peut pas faire de glycémie capillaire. Il faut qu'il y ait une formation qui a été mise en place. Voilà, ça c'est comme ça. Alors parlons du coup, donc la glycémie capillaire, c'est très intéressant, mais vu qu'on est sur les actes aides-soignants, on a dévié, c'était pas prévu ça du coup. Mais on parlait de la transmission des traitements, c'est pareil, est-ce que les aides-soignants aujourd'hui, ils peuvent transmettre des traitements? Alors communication, c'est-à-dire, repose-moi la question juste après Nawel. Reposez-moi les questions après parce que alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Louise et je suis en hyperactivité, vraiment. Quand on me pose trop de questions en dehors, je peux vite m'échapper, j'ai des difficultés à revenir. Donc c'est pour ça que je reste focalisée. Alors, est-ce que aujourd'hui les aides-soignants peuvent transmettre des traitements quand l'infirmière l'a préparé? Nous donnons. Alors l'infirmière te l'a préparé, mais du coup, comment elle te l'a préparé pour que tu puisses donner? Il n'y a pas de souci, Nawel. Tout à l'heure, tu peux, dès que j'ai fini, tu peux, il n'y a pas de souci, je te répondrai. Sur quelles conditions? Alors, avec le nom, ouais, mais il n'y a pas que ça. Pour que l'aide-soignant puisse transmettre le traitement, il faut vraiment beaucoup de conditions. Quand l'IDE les a préparés, mais oui, exactement, l'IDE les a préparés, mais ils sont posés d'une manière. Ils ne sont pas dégoupillés dans un pilulier, même s'il y a le nom dans le pilulier. Ça, c'est interdit. L'aide-soignant ne peut pas donner sous cette condition-là. Exactement. Il faut que celui-ci soit daté, nom du médoc, mais il n'y a pas seulement ça. Oui, Victor, je peux t'aider, mais juste après. Je réponds déjà à ça. Donc, effectivement, il faut qu'il soit daté, il faut qu'il y ait le nom, mais il y a autre chose aussi pour que l'aide-soignant puisse transmettre le traitement. Exactement, c'est ça, Ludivine. Il faut que le traitement, le médicament soit emballé, daté, nommé, identifiable. Il faut qu'il y ait le jour, la date, etc. Sans ces conditions-là, l'aide-soignant n'a pas le droit de transmettre le traitement. On ne peut pas transmettre un traitement, l'aide-soignant n'a pas le droit de transmettre le traitement, même si celui-ci est dans un pilulier découpillé et mis comme ça. C'est interdit. Vous savez, les grands piluliers qu'on peut trouver en EHPAD, même s'il y a le nom du résident et la photo et que c'est mis le matin, midi, soir, le fait est qu'il soit dégoupillé, c'est niet, c'est interdit. Il faut qu'il soit emballé dans un sachet, nommé, identifiable, la date de la transmission, l'heure de la transmission. Sans cela, c'est formellement interdit. Vous n'êtes pas protégé en cas d'erreur. C'est niet, pipotasse. C'est niet. Quand l'infirmière le met dans un gobelet, il faut qu'elle te mette dans la main propre, ça veut dire dans tes mains. C'est-à-dire que si elle dégoupille et qu'elle te transmet directement via, là tu peux. Par contre, attention, si elle le met sur une table, dans une chambre, qu'elle a découpillé et qu'elle a posé le traitement comme ça, vous ne pouvez pas transmettre ce traitement. Parce que vous ne savez pas. Vous avez besoin d'identifier le traitement en question. Si aujourd'hui les aides-soignants, ils ont de la pharmacologie à apprendre, ce n'est pas anodin. Il faut également être sûr que c'est le bon traitement à la bonne heure qui est posé là et que ce n'est pas le traitement de la veille et que la collègue elle revient pour lui redonner un autre traitement. C'est pas possible. Ne faites pas ça. Il faut toutes les conditions que je vous ai données, c'est vraiment pour vous. Je tiens à vous préciser que ça fait 2 ans qu'il y a des personnes qui sont mises au prud'homme à cause de ces problèmes. D'autres ont perdu leur emploi pour la transmission des traitements. C'est vous qui menez l'action. C'est à vous de surveiller. Et vous êtes seul responsable de vos actes.
Donc, prenez vraiment la responsabilité de vous dire, j'ai ces conditions-là, je me protège, mais je protège également le patient, le résident. Je sais ce que je transmets au résident, je connais le traitement, je sais les effets secondaires. C'est grâce à ça que je mets des actions. Je ne me mets pas en danger, mais je ne mets pas aussi en danger le résident ou le patient. Alors, il le prépare dans le gobelet avec le nom photo résident pour administrer la nuit. Normalement, non. Normalement, ça doit être, c'est comme ça. Il faut que ça soit emballé, identifiable, noté, nom, prénom, traçabilité. Sans cela, c'est interdit. Du fait est qu'il a dégoupillé le traitement et qu'il l'a mis dans le gobelet, c'est terminé. Qu'est-ce que tu le connais, le traitement qu'il a mis dedans? Tu sais ce que c'est? Après, vous allez me dire, oui, mais c'est l'infirmier. Mais oui, mais c'est toi qui transmets. Et même dans ta tête, l'infirmier, il peut faire aussi des erreurs. Donc, il faut que ça soit emballé, notifié, daté et autres. C'est comme ça. C'est pas autrement. T'as raison, refuser. Il y a trop de danger. Ça fait 2 ans, il y a beaucoup de personnes, ils se sont fait, mais il y en a trop qui vont au tribunal à cause des traitements en ce moment, c'est affreux. N'ont pas à distribuer. Alors aujourd'hui à Lille, les aides-soignants sont habilités à transmettre les traitements. Ça fait partie du nouveau référentiel. Mais il y a des conditions. Les conditions, c'est que, c'est sous la, bien sûr, l'IDE qui dit, voilà, il faut que ça soit emballé, noté, identifiable, daté, il faut qu'il y ait l'heure, le moment de la transmission et il faut que ça soit sécurisé. En fait, il faut que l'aide-soignant a la visu de ce qu'il va transmettre et il faut vraiment toutes les conditions voilà, les conditions, elles doivent être là. Si elles ne sont pas là, c'est mort. Elle ne transmet pas. C'est mort. Bah alors, si les IDE ne font pas tout ça aussi, c'est le manque d'information parce que souvent les personnes qui viennent dans le live, c'est tous les ans, hein, depuis le nouveau référentiel, ils me disent la même chose. Oui, mais je comprends pas, nous c'est différent, etc. Parce qu'en fait, il y a un manque d'information. Il y a un manque d'information. C'est aussi à vous de dire, écoutez, gentiment, moi je veux bien transmettre, il n'y a pas de problème. Mais par contre, je ne vais pas mettre en danger mon diplôme ou voire même la santé du résident ou du patient. L'erreur peut être humaine, des fois de se tromper, mais on ne va pas accentuer le problème. Et pour ce faire, c'est pour ça d'ailleurs qu'on va à l'école, qu'on apprend certaines choses. C'est aussi pour nous sécuriser parce que nous avons aussi un devoir derrière, c'est se sécuriser, mais sécuriser aussi le patient. Et donc, c'est sous notre responsabilité de faire attention à ces conditions. Il faut en parler avec votre direction. Pourquoi les infirmières ne travaillent plus la nuit? Alors ça, honnêtement, dans les EHPAD, tu dis, c'est vrai, je suis désolée, je sens que je crie, ça me fait mal à la tête, mais je suis désolée. S'ils ne travaillent pas la nuit, c'est souvent dans les structures EHPAD masse. Alors ça peut être pour diverses raisons, des fois c'est ça, voilà. Ça coûte plus cher hein, d'avoir une infirmière de nuit. Souvent aussi c'est le manque de personnel. Mais honnêtement, il faudrait des infirmiers la nuit. Il en faudrait. Il en faudrait. C'est dans les piliers et on les donne tout le monde. Il n'y a pas d'IDE avec nous. Mais c'est emballé les traitements, Raga? Vous avez le droit de refuser de transmettre les traitements si les conditions ne sont pas présentes. Alors, pour vous protéger, vous envoyez un email à la direction. Il faut toujours une preuve du pourquoi vous refusez avant de refuser verbalement parce qu'on peut vous la mettre à l'envers en disant tout simplement que je ne suis pas habilitée à transmettre dans ces conditions-là un traitement. Et donc, je veille à me protéger, à me sécuriser en cas de souci, mais également je veille à protéger et sécuriser le patient, le résident, car j'en suis responsable. Vous envoyez cet email à la direction et vous gardez un récipicé de votre email. Parce que s'il y a un problème, on vous dit des choses, et bien vous avez la date, l'email où vous avez refusé de transmettre le traitement. Et si celui-ci n'est pas content, c'est simple, vous le transmettez au-dessus de lui. Voilà, vous envoyez à tout le monde parce que vous avez pris votre responsabilité, vous avez signé un contrat pour une chose, faire votre boulot, et de refuser afin d'éviter de mettre en danger le patient et le résident, c'est votre travail.
Pourquoi elles font ça alors si elles le savent? Alors il y en a, Vanessa, c'est pas forcément qu'elles le savent, hein. C'est qu'en fait c'est devenu normalisé de transmettre comme ça les traitements. C'est devenu normalisé et le cadre juridique, le cadre protection et responsabilisé, il y en a plus réellement. C'est un peu n'importe quoi, hein, là, il n'y a plus de... Mais malheureusement, là, je vous le dis sincèrement, en fait, il y a depuis 2 ans, il y a beaucoup d'aides-soignants diplômés et non diplômés, alors eux, c'est encore pire, qui sont passés devant le tribunal à cause de transmission des traitements. Quand vous êtes en vacation, vous pouvez, oui, refuser de transmettre les traitements. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas forcément les patients, les résidents. S'il y a un manque d'information ou d'identité pour X raisons des résidents, cela compromet du coup et met en péril du coup l'action. Donc vous refusez. Si vous n'êtes pas titulaire, vous ne savez pas forcément les résidents, les patients, qu'il y a un manque d'information ou autre, vous avez le droit de refuser parce que vous mettez pas en danger, certes, mais vous mettez pas en danger le patient, le résident. Alors bonsoir, et quand c'est des gouttes? Alors quand c'est des gouttes qu'ils laissent dans les gobelets avec le nom, la date bien fermée. Normalement, les gouttes, si elles doivent être transmises, ça doit être une personne habilitée qui les transmette. Vous n'avez pas le droit de transmettre des gouttes. Je sais que c'est fait beaucoup en EHPAD, mais ça, alors du coup, c'est l'employeur qui doit le faire. Vous n'avez pas le droit de transmettre des gouttes. C'est niet. S'ils sont préparés dans un gobelet, qui sont bien fermés, identifiables, tout ça, je dirais pourquoi pas, mais honnêtement, c'est à l'IDE de le transmettre. C'est pas à vous. Ce n'est pas à vous de faire ça. Nous sommes en droit de refuser de donner les traitements. Oui, vous avez tout à fait le droit de refuser si vous transmettez des traitements qui ne sont pas emballés, ni identifiables, ni datés. C'est les conditions. Voilà, ces conditions, il faut les respecter. Ces conditions, il faut les respecter. Et oui, il en faudrait des IDE. Ouais, s'ils ne sont pas emballés, non, voilà. Il faut avoir l'identité du traitement en question pour le transmettre. Il faut qu'il soit emballé. Et ben, tu leur dis, tu leur fais un bon petit mail pour qu'il y ait une trace. Tu leur fais un bon mail, mais très bienveillant. Tu sais, tu utilises ChatGPT, il est très bienveillant. Il va te faire un email cousu main, tu leur envoies et tu leur dis le pourquoi du comment, parce que c'est pas ton métier. C'est pas ton métier voilà, tu n'as pas ce regard concernant les traitements et pour transmettre le traitement, eh bien, il faut qu'il y ait les conditions. Hors conditions, désolé, tu ne transmets pas. C'est comme ça. Oui, ils ne respectent pas, mais parce que en fait, c'est devenu une routine, un automatisme dû au manque d'effectifs. Tout le monde fait tout. Aujourd'hui, l'aide-soignante, elle fait des actions infirmiers qu'elle ne devrait pas faire. C'est comme la SH, parfois elle se met vraiment en danger, hein, parce que elle fait des actions qui sont hors de ses compétences, voire aide-soignante, voire IDE. Aujourd'hui, c'est un vrai bordel, mais si vous regardez bien, c'est en train de changer. C'est en train de changer. Et malheureusement, il va falloir que les établissements se mettent bien parce que ça va être très compliqué. Oui, toujours Péroste. Vous ne pouvez pas donner d'autres traitements hors Péroste. C'est comme les patchs de morphine. Tout ce qui est stupéfiant, vous n'avez pas le droit de transmettre le traitement. Péroste ou pas. Vous n'avez pas le droit. Stupéfiant terminé, vous ne donnez pas. Tout ce qui est patch de morphine, on ne les enlève pas, on ne les met pas aussi. On ne touche pas à ça. Même au domicile, Marge, c'est partout pareil. Même au domicile. Coucou Angel, je regarde souvent tes vidéos sur YouTube pour ma vie. Ah bah c'est gentil. Fais-moi un petit coucou sur YouTube de temps en temps. Je vais vous répondre un peu en commentaire sur YouTube. On interdit les ASH et s'occupe
de s'occuper des résidents. Malheureusement, c'est ça que moi qui m'attriste, c'est que aujourd'hui on interdit les agents de soins hospitaliers de faire des actions qu'on leur a demandé de faire durant la crise sanitaire. Donc une fois la crise passée, on leur dit hop, 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 retournez à votre place. Mais par contre, quand il y avait la crise, ils étaient bien là pour soutenir l'équipe. Il y a de l'incohérence, mais malheureusement, tout va être recadré parce que ça part en cacahuète de partout. Coucou Héloïse, j'aimerais être suivie par toi. Il n'y a pas de souci, Chichi. Pour être suivie par moi, tu cliques sur mon lien TikTok ou YouTube. Tu tomberas sur une page et tu as un bouton rendez-vous. Et via ce bouton, tu vas voir, il y a plusieurs accompagnements, tout ça, machin. Je donne les traitements et je valise par le logiciel. Je fais une transmission comme quoi j'ai bien... Oui, ça, il faut toujours faire les transmissions. Hein. Nous aider à les relever si difficile. C'est bien, Angèle, tu vas y arriver. Apprends beaucoup le rôle aide-soignant, c'est hyper important. Donc ça, vous prenez note concernant les traitements. Les traitements, vous faites attention. C'est comme les pansements. Alors, tout va dépendre de la situation aussi. Hein, vous faites en fonction de la situation. Les pansements, vous n'êtes pas habilité à les changer. Notamment, je parle beaucoup d'escarres. Là, il y a une collègue qui m'a appelé il n'y a pas très longtemps et elle m'a posé la question, est-ce que nous sommes habilités à mettre des pansements escarres? Je lui ai dit, bah non, parce qu'il y a un soin spécifique à faire, il y a une désinfection, il y a tout un protocole à faire et ça, tu n'es pas formé, c'est l'IDE qui doit le faire. Donc, quand tu mets ton pansement, là, tu le mets, ok, tu protèges la zone n'est pas forcément désinfectée, elle n'est pas forcément soignée. Et en gros, quand est-ce que ce pansement va être changé, quand est-ce que ce soin va être fait? Et puis même quand bien même, c'est interdit. Alors, il va y avoir un nouveau référentiel qui va venir. Attendez-vous à ce qu'on vous autorise à faire certains soins. On vous autorise à faire certains soins, dont l'échange de certains pansements. Mais on dit bien certains, pas tous. Donc ça, attendez-vous à faire cette action d'ici quelques temps. Pas trop de temps non plus, parce qu'il y a un nouveau qui arrive. Exactement, c'est aux IDE de faire le suivi des plaies. Alors, il y a des situations, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des situations où, c'est pas malheureusement, vous allez être sollicité quand même à enlever le pansement et de protéger une zone. Par exemple, quand vous êtes de nuit et que vous avez, souvent ça arrive dans les EHPAD, qu'une personne est incontinente et qu'elle a un escarre au niveau du sacrum, ce fameux pansement se décolle, souillé, plein de sel, tout ça, souillé qui se décolle, à un moment donné, il faut protéger la zone. Donc là, c'est le seul cas où vous allez pouvoir pas toucher à l'escarre, le contourner, enlever le pansement et mettre quelque chose pour protéger, donc remettre un pansement. Vous allez dater, vous allez mettre vos initiales sur le pansement, vous allez faire une transmission parce que le lendemain, il faut que l'IDE, elle vienne s'occuper de ça, très urgemment. Ok? En fait, ça dépendra de la situation. Alors, on laisse pas. Alors, ça aussi, souvent les gens ils hésitent. Est-ce que je laisse le pansement escarre au sacrum s'il est décollé et qu'il y a des selles? On laisse pas la nuit. La nuit, quand vous savez que vous n'avez pas d'infirmier, vous pouvez pas laisser les selles pénétrer dans l'escarre. Tout va dépendre du stade et aggraver la situation. Donc là, automatiquement, il se décolle, pof, vous enlevez, vous prenez ce qu'il y a à prendre, vous contournez, vous nettoyez, vous contournez et vous protégez la zone. Vous tamponnez vraiment délicatement, vous protégez la zone. Parce que vous ne pouvez pas laisser le patient, le résident dans cette situation-là. Par contre, le lendemain matin, effectivement, il faut qu'il y ait une transmission bien écrite et orale parce que l'IDE, du coup, il faut qu'elle organise son soin. C'était quoi ta question, Asia? C'est déjà le cas. On a le droit de changer des pansements simples en cours de référentiel. Non, les pansements, non. En 2021, le changement des pansements, c'est interdit.
C'est interdit de changer des pansements. On ne fait pas ça. Mais par contre, ça va être certainement mis en place pour certains pansements. C'est interdit les pansements. Alors quand je parle de pansements, c'est les plaies, tu vois, les plaies, tout ça. Mais c'est interdit les pansements. Après, alors un pansement simple, oui, évidemment, un petit pansement simple comme tout le monde. Mais quand je parle de pansement, c'est quand il y a une plaie, une cicatrisation. Voilà, là c'est ce type de pansement que je parle. Mais après, non, c'est formellement interdit de faire des soins. Non, c'est pas possible. C'est comme une personne, une fois, elle vient me voir et puis elle me dit, bah, c'est déjà acté, on peut déperfuser. Non, on ne déperfuse pas. C'est pas parce que vous menez une action depuis X temps dans votre établissement que c'est forcément légalement que c'est OK au niveau des actions. La déperfusion, c'est pas les soignants, c'est l'IDE. C'est pareil. Oui, les pansements complexes. Mais après, quand on dit les pansements simples, ça, après, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux dire en simple. Voilà, un petit bobo ou quoi, oui. Mais comme tout le monde, hein, on protège la zone, un petit bobo, ok. Mais par contre, moi, quand je te parle de pansements, c'est pas forcément complexe. Il y a des pansements simples aussi qui nécessitent un protocole, un soin important. Nous, on a retiré, c'est ça, d'école, on souillait, j'appelle, je dis nettoie et qu'il arrive après. Oui, c'est dépassement de tâches. Oui, un petit bobo, un petit, oui, ça c'est ok. Ouais. Alors, simple sans traitement prescrit. Alors, simple sans traitement prescrit. Tu vas avoir des plaies qui vont arriver dans l'instant T. Tu vas faire ce que tu as à faire, tout ça, machin. Tu vas mettre en place, du coup, pour éviter l'hémorragie, tout ça. Il n'y a pas forcément de choses prescrites, parce que la plaie est arrivée là. Mais tu vas appeler l'IDE parce qu'elle a un soin à faire. Tu vois, même ici. Après, quand tu dis simple, c'est vraiment simple. Hein. On se cogne, on petite coupure, on désinfecte, pof, pof. Parce que là, si tu pars dans l'optique, je peux mettre des pansements si tu vas en formation ou si tu es déjà parti ou si il y a des si VAE. Le problème de cette histoire de pansement, c'est que tu es recalé. Si on te dit, ah bah monsieur X, pansement, hein, et tu dis, ah oui, oui, on est habilité, des pansements simples, ils vont se poser la question, ok, ça veut dire quoi simple pour toi? Parce qu'une plaie, c'est ouverture, désinfection, il y a quelque chose à faire. Oui, forcément, il faut protéger la zone. Mais derrière, il y a une revérification. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, Thomas. Quand vous êtes en EHPAD et qu'il n'y a pas d'IDE de nuit, forcément, quand il arrive ce genre de choses, là, vous êtes habilité à faire quelque chose, à mettre un pansement. Vous n'allez pas... Effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour une personne, et ça arrive souvent, ceux qui sont incontinents, fécales, urinaires, et qui se retrouvent avec la protection saturée et le pansement au niveau du sacrum, s'ils ont un escar, une escarre au niveau du sacrum, eh bien, on enlève, forcément, il se décolle, il y a les selles qui sont rentrées dedans, on enlève, on nettoie parce qu'on ne va pas laisser le patient avec les selles qui va risquer de rentrer au niveau de l'escarre, enfin, aggraver la situation. On ne touche pas la plaie, on ne touche pas l'escarre, on contourne, on veille bien à ce que ça soit bien sec et puis effectivement tu mettras un pansement pour protéger la zone toute la nuit. Tu vas mettre la date et tes initiales. C'est hyper important pour le suivi. Et tu vas faire une transmission. Et le lendemain, il faut absolument que tu fasses une transmission aussi à l'oral parce que du coup, il faut que ça rentre dans les soins du matin de l'IDE. C'est une obligation. Alors, le stade 1 de l'escarre, c'est rougeur persistante. Ce que tu vas faire, Asia, c'est de décharger, de mettre les points d'appui en décharge. Si tu es de nuit, enfin voilà, de toute façon, c'est tes actions. Tout ce qui est escarre, voilà, vous allez mener des actions, je décharge, je change de position le patient, le résident, je veille à ce qu'il ait une bonne hydratation, une bonne alimentation, voilà, riche en protéines. Enfin, voilà, toutes ces choses-là, c'est tes actions. Mais après,
Dans le contexte de le soin, c'est l'idée. Alors, si par exemple, il y a des selles au niveau de l'escarre au niveau du sacrum, tu vas dégrossir et après, l'eau, savon, tu fais comme une toilette. L'eau, savon, tu contournes en fait, tu contournes. En fait, c'est ça, il faut bien nettoyer. L'objectif, c'est de ne pas laisser les selles pénétrer il faut pas laisser. Faut enlever. C'est pareil. Faites-moi rappeler les escarres. Il existe combien de types d'escarres? Enfin, de types d'escarres. Combien de stades d'escarres? On revient sur l'escarre. Ça, c'est intéressant. L'escarre. Il y en a 4, Vanessa. Ouais. Alors, dites-moi en détail. Vous me dites qu'il y en a 4. Alors, précisez-moi. Le premier stade, c'est quoi? Deuxième, c'est quoi? Le troisième, c'est quoi? Et le quatrième, c'est quoi? Alors, il y a bien 4 stades d'escarre. Alors, la rougeur persistante, ça fait référence à quoi, Ludivine? Ouais, on parle de la rougeur à la nécrose ulcération, la nécrose profonde. Exactement, Vanessa, la rougeur, l'érythème. Ouais, la rougeur persistante, c'est le stade 1. Ouais. Et le deuxième stade, c'est quoi? Alors, fée clochette, érythème, flictène. Alors, troisième, on ne dira pas escarre, on dira autre chose. Donc, effectivement, le premier stade, c'est l'érythème, la rougeur persistante. Le deuxième, c'est la flictène. Et le troisième, c'est quoi? Le deuxième, c'est comme une cloque. Hein. Le troisième, c'est quoi? La nécrose. D'accord, c'est exactement ça. C'est bien Ludivine, je t'observe. On l'aura la BAE, on l'aura. Ouais, la nécrose. Et le quatrième stade, c'est quoi? C'est quoi le quatrième stade? Coucou Amélie. C'est quoi le quatrième stade? Est-ce que vous vous en souvenez? Alors oui, on peut dire nécrose profonde ou ulcération. Très bien. Ok. Alors tout à l'heure, c'était intéressant parce qu'on parlait de la rougeur persistante, le premier stade. Donc j'ai dit on décharge, etc. Est-ce que on continue à effleurer sur les points d'appui au premier stade de l'escarre? Est-ce qu'on peut continuer à effleurer avec de l'huile les points d'appui au premier stade de l'escarre? Ah, on me dit non, on me dit oui. Eh bien alors moi, vous savez quoi? Je vais faire un sondage. Alors, est-ce qu'on continue à effleurer avec de l'huile les points d'appui au premier stade de l'escarre? Oui, c'est le bonhomme qui sourit. Non, c'est le bonhomme qui pleure. Est-ce que je continue à effleurer les points d'appui avec de l'huile lorsque la personne est au premier stade de l'escarre? Oui, je mets le bonhomme qui sourit. Non, je mets le bonhomme qui pleure. Est-ce que je continue à effleurer les points d'appui lors du premier stade de l'escarre? Oui, je mets le bonhomme qui sourit. Non, je mets le bonhomme qui pleure. Continue. Est-ce que je continue d'effleurer les points d'appui lorsque la personne est en premier stade de l'escarre? Oui, le bonhomme qui sourit. Non, le bonhomme qui pleure. Est-ce que je continue à effleurer avec de l'huile, attention, lors du premier stade de l'escarre? Oui, bonhomme qui sourit. Non, le bonhomme qui pleure. Alors, il y a 13 oui et il y a 12 non. Alors, les collègues, vous allez bien écouter ce que je vais vous dire là tout de suite, maintenant. Le taux de décès a augmenté suite aux escarres, suite à la mauvaise information. Ce que je suis en train de vous dire là, il faut que ça reste ça ancre en vous
d'aujourd'hui jusqu'à toute votre vie professionnelle et encore. Parce qu'aujourd'hui, le nombre de personnes qui partent, même avec la dénutrition et les escarres, ça ne fait que d'augmenter. On n'effleure plus du tout, que ça soit avec de l'huile ou que ça soit sans huile, les points d'appui au premier stade de l'escarre. L'effleurage avec de l'huile, on dit que c'est une prévention d'escarre. Une prévention. Quand on entend prévention, c'est de prévenir l'apparition du problème. Merci beaucoup, Hello. Et donc là, l'escarre n'est pas arrivé. Donc j'effleure avec de l'huile lorsqu'il n'y a pas de rougeur persistante parce que je préviens. Je fais attention que ça n'arrive pas. Donc je veille à sécuriser et à veiller à ce que l'apparition du premier stade n'arrive pas. Par contre, il ne faut pas effleurer. Il ne faut pas effleurer. Tu es IDE, collègue, il faut arrêter d'effleurer. Il ne faut plus effleurer. Ça, on le faisait avant. C'est terminé. Que vous soyez en IFAS ou que vous soyez en IFSI, c'est le même protocole. On n'effleure plus avec de l'huile. C'est terminé. Que ce soit avec de l'huile ou avec autre chose, on n'effleure plus les points d'appui avec lorsqu'il y a l'apparition, la première apparition de l'escarre. Pourquoi? Derrière cette rougeur persistante, le fait est d'effleurer, juste d'effleurer, même sans huile, on accentue le problème. On le faisait à l'ancienne, on le faisait, on effleurait, et on pensait bien faire. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que ça aggravait plus qu'autre chose. On arrête, on arrête. Je vous le dis parce que je sais, en fait, on reprend ce qu'on a toujours fait, en fait. Enfin, pas toujours, mais enfin, moi, je n'avais pas appris ça. Mais c'est vrai que les anciennes méthodes reviennent encore aujourd'hui, mais là, on s'est rendu compte que le fait est d'effleurer, il ne faut plus. Et il faut toujours se dire, le fait est d'effleurer avec de l'huile ou sans huile, les points d'appui, on dit que c'est PE, prévention d'escarre. On ne fait jamais. Quand la personne a une rougeur persistante, eh bien, on va décharger, on décharge, changement de position, voilà, on veille à son bon apport hydrique, son alimentation. Si celui-ci a cette mobilité, ben on va veiller à ce qu'il ait une petite activité physique, même de la marche, c'est largement suffisant. On va mettre, avec l'équipe pluridisciplinaire, on va essayer de voir si c'est possible de lui mettre un matelas adapté, donc matelas anti-escarre. Donc, il y a plusieurs types de matelas anti-escarre. Beaucoup de personnes pensent qu'il n'y a qu'un seul matelas, le matelas à air. Ben non, il en existe plusieurs. Il y a le matelas à air, il y a le matelas à gel, il y a le matelas à eau, il y a le matelas en mousse et il y a le matelas gaufret. Tout va dépendre de votre établissement en soi, quel matelas ils ont, voilà. Donc ça, c'est possible. En fait, il y a tellement de choses à faire avant et il y a cette surveillance aussi à faire. Mais on n'effleure plus. On n'effleure plus. C'est fini ça. C'était avant. Alors, la crème enrichie, avant de mettre de la crème enrichie, parce que franchement, il faut goûter. Hein. Franchement, je vous invite à goûter. C'est vraiment pas excellent. Et de toute façon, c'est une prescription. Donc, de soi-même, tu ne vas pas pouvoir donner une crème enrichie à un patient ou à un résident. Donc, c'est une prescription. Mais par contre, tu vas pouvoir adapter son alimentation, veiller à voir avec l'équipe de cuisine, avoir cet apport alimentaire riche en protéines, qui est super important. Ouais, mais je sais, Victoria. Moi, je me déplace dans beaucoup d'établissements et sous beaucoup d'EHPAD, beaucoup de masse, où les employeurs me sollicitent, mon équipe et moi-même, de venir former les salariés. Et en fait, c'est vrai qu'il y a toujours cette technique-là qui est d'effleurer au premier stade, mais il ne faut plus le faire. Il ne faut plus le faire. Après, oui, quand il y a une habitude qui est bien ancrée, c'est dur parce que c'est devenu un automatisme. Mais en fait, c'est qu'il faut, là, il faut que même ça va être dur, hein, parce que les techniques, quand on a toujours fait ça, c'est dur. Mais en fait, il faut essayer. Tu vas essayer petit à petit. Des fois, tu vas zapper, mais tu vas essayer petit à petit d'éviter de faire pour avoir d'autres habitudes. Mais c'est pas facile. C'est vraiment pas facile.
que ça a été dit que ça peut aggraver la situation. Ouais. Donc voilà, il y a l'escar, la dénutrition. C'est des sujets en fait qu'aujourd'hui ça a un grand impact sur tous les personnes âgées en structure et même à domicile. Mais ces deux causes sont très fortes en ce moment, enfin en ce moment depuis 2 ans sur le taux de D. Donc on fait attention à ça. Oui, l'effleurage c'est une prévention, c'est une action préventive. Alors, si tu le fais, tu ne seras pas pénalisé. C'est simplement que tu sais que derrière cette rougeur, tu ne sais pas jusqu'à où l'étendue des dégâts est accentuée. Tu peux en fait accentuer le dégât en effleurant et surtout avec de la matière. Ouais. En fait, l'effleurage, tu peux le faire avec toute matière huileuse, on va dire. Vous savez, la meilleure huile qui est, enfin, selon moi et les collègues, c'est vrai qu'on a testé. Alors, elle coûte cher, donc il y a très peu. Alors, il arrive à 12, là, l'huile de soin, tout ça. Mais il y a une huile aussi qui coûte hyper cher. C'est l'huile, c'est un nom, c'est de la lavande et autre chose. Et elle est superbe efficace. Elle est top. J'ai pas le nom. L'huile d'olive, on le met à tout. Mais oui, de la matière, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, mais vous savez, mais même moi, moi je me mets à la page assez régulièrement, je suis obligée, mais j'ai été surprise, alors pas pour l'escarpe parce que moi je le faisais pas, mais j'ai été surprise sur certaines évolutions des actions que je menais avant et qu'aujourd'hui il ne faut plus le faire. Et vous allez vous rendre compte tout au long de votre carrière professionnelle, en fait, il y a beaucoup de choses qui se modifient. Des actions qu'aujourd'hui on mène, aujourd'hui sur le terrain, et qu'en fait on va se rendre compte que, c'est pas ça. Et du coup, ils vont mettre d'autres actions, d'autres protocoles, etc. Et c'est pour ça que je vous dis, une fois diplômé, ne restez pas sur vos acquis. Éveillez votre curiosité, vous allez être surpris. Des choses, des modifications au niveau des actions et tout ça, vous allez être surpris. Ouais, partout, les points d'appui, partout. Quand je touche au téléphone, ça grésille. Oh, zut. Ah ouais, mais clairement, moi, les étudiants, c'est dingue. C'est dingue à quel point ils peuvent nous faire apprendre beaucoup de choses enregistrées dans mon cerveau. Après, ne vous dites pas, ne culpabilisez pas par rapport à certaines actions que vous avez menées. Vous les avez menées parce que vous pensiez faire bien, vous voyez. Ne culpabilisez pas par rapport à ça. L'important, c'est qu'aujourd'hui, vous ayez conscience de certaines choses et que vous allez vous efforcer, même si parfois vous allez toujours prendre les mauvaises techniques d'avant, mais c'est parce que c'est une continuité et puis c'est de l'effort aussi à faire, c'est une habitude à apprendre, à installer. J'ai pas les mots. Mais ouais, c'est très difficile. C'est très difficile. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser. Peut-être que je vais me connecter plus tard parce que j'ai mon manger à préparer. Aujourd'hui, on mange poulet. Donc voilà, je vais vous laisser, je vais préparer mon manger. Si j'en ai la force tout à l'heure, je me connecterai un peu plus tard. Merci. Voilà. C'était un plaisir en tout cas. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Moi, enfin en vacances depuis 1 an, profitons. Le loulou va bien, oui.
Oui, oui, il va bien. Mais j'enregistre ce live pour ceux qui veulent le voir. Je l'enregistre directement sur ma chaîne YouTube, si vous voulez. Il y a Bob qui ronfle. Je ne sais pas si vous entendez, il ronfle. À chaque fois que je suis en live, soit il fait des bêtises, soit il ronfle. Nous aussi, bah oui. Mais moi aussi, j'apprends beaucoup de vous, hein. J'apprends beaucoup, beaucoup de vous. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris toutes ces années grâce aux élèves, hein. On attend. Allez, bonne soirée, peut-être à tout à l'heure. Bon appétit à tous ceux qui vont manger après. Et peut-être à tout à l'heure.